Rahim. Merci beaucoup pour l'introduction. Je suis honoré par ce que vous venez de dire. Je suis honoré par l'invitation et le fait de me donner la chance de m'exprimer devant vous, chères mesdames, messieurs, excellences, messieurs les ambassadeurs. C'est un honneur, mais c'est beaucoup plus qu'un honneur, c'est un devoir pour moi de participer avec vous à cet effort, l'effort de votre association, l'effort de se sommer pour pousser davantage l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat des femmes. Je sais que c'est un sujet combien important, d'une manière générale pour la création de richesses, d'une manière générale et à travers le monde, mais aussi plus spécifiquement pour les femmes. Entreprendre, d'une manière générale, et quel que soit le genre, c'est pas facile. C'est très exigeant. Exigeant du point de vue, bien sûr, financier, du point de vue prise de risque, du point de vue moral, du point de vue stress. Exigeant parce que ça nécessite tellement de critères qui doivent tous être mis l'un à côté de l'autre pour réussir. Tous. Et il y a au moins une dizaine de critères. Il faut bien sûr avoir la bonne idée, bien articulée. Il faut avoir la bonne stratégie. Il faut avoir le bon plan d'action. Il faut avoir le bon business plan. Il faut avoir le bon financement, n'est-ce pas? Il faut avoir le bon système économique qui peut nous aider à s'intégrer avec les autres entités économiques. Ça en fait déjà 6 critères. Il faut avoir les bonnes lois. Il faut avoir la bonne régulation. Il faut avoir accès au marché du travail, aux bonnes compétences. Il faut avoir la bonne formation et être vraiment capable d'entreprendre. Et il faut avoir le bon suivi. Le bon suivi tout au long de l'étape ou du parcours de l'entrepreneur. Et il y en a beaucoup, des étapes. Depuis la phase d'idée jusqu'à la phase du design de l'idée, jusqu'à la phase de la préparation à la mise en œuvre, la 3e étape, la 4e étape, la préparation, la mise en œuvre réelle, et aussi post-lancement pour réussir et stabiliser son business. Donc en fait, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Entreprendre pour les femmes, et surtout dans le monde dans lequel on vit, où il y a encore tellement de disparités, ça rajoute une couche supplémentaire de difficultés par rapport à une situation qui est déjà difficile. Que dire alors s'il s'agit d'entreprendre pour les femmes dans un monde qui évolue avec tellement d'incertitudes et tellement de tendances actuelles inquiétantes. Et je vais y revenir aussi par rapport à ça. Lorsque je dis un monde avec tellement d'inégalités, il y a aussi bien sûr la notion de différence ou de ce qu'on appelle le gender gap, mais aussi le gender inequality. 2 notions à ne pas confondre. Le gap peut le mesurer de plus en plus, de mieux en mieux, avec des indicateurs socio-économiques, etc., etc. Et on voit la différence, on voit la différence et les tendances. Mais gender inequality, ça veut dire que lorsqu'on est femme ou homme, ou lorsqu'on est fille ou garçon, ou quel que soit l'âge, on n'a pas forcément les mêmes opportunités et même les mêmes espérances de gains futurs. Et ça, bien entendu, c'est très grave. Il y a eu des progrès. Mais le problème, il est vraiment majeur jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des études à l'échelle internationale qui nous le quantifient d'une manière ou d'une autre. Et j'aimerais partager avec vous 2 chiffres pour comprendre l'ampleur de ce problème-là. Et ce sont des études qui sont faites par les plus grandes institutions mondiales. La première, on parle de 2,4 milliards de femmes dans le monde actuellement qui n'ont pas la même chance d'accès économique et donc plus tard d'entrepreneuriat ou de revenus. 2,4 milliards de personnes. Le mot significatif est faible ici. Et on parle de combien en valeur? En équivalent dollar.
La meilleure étude que j'ai vue et la meilleure estimation, elle dit qu'on parle d'un écart de revenus entre les genres d'à peu près 170, plus que 170 trillions de dollars d'écart de revenus à travers l'espérance de vie des personnes actuelles, à isopérimètre, etc., etc. 170 000 milliards de dollars d'écart de revenus à travers l'espérance de vie. Des chiffres énormes. Combien de zéros à ce chiffre-là? Donc c'est même beaucoup plus que ce qu'on crée collectivement et beaucoup plus que le PIB mondial pour tout le pays, pour tous les pays. Donc tout ça, c'est pour quantifier un petit peu l'ampleur du problème et pour dire qu'il y a plus qu'une nécessité d'agir, et je vais parler de quelques idées comment agir dans ce sens. Mais la première chose pour agir, c'est d'être convaincu que traiter ces problématiques-là, c'est pas seulement générer plus de revenus pour les femmes, mais c'est générer plus de revenus et de richesses et mieux partagés pour tout le monde et pour toute l'humanité. Et ça, pour moi, c'est le point de départ. C'est vraiment le point de départ. Alors, il y a eu des politiques générales, des politiques beaucoup plus ciblées. Il y a eu des avancées et on a pu le mesurer. Dans certains pays, mais pas tous, dans certains domaines et pas tous. Mais lorsqu'il s'agit d'entrepreneuriat féminin, à mon sens, pour parler ou pour passer d'un stade où on parle beaucoup plus politique générale ou politique ciblée, il va falloir être concret et il va falloir le mesurer. Être concret, ça veut dire s'adresser à la couche d'après d'exécution. Être concret, ça veut dire aller jusqu'au cadre juridique, clair, égalitaire. Mais le retour d'expérience nous a montré aussi que le cadre égalitaire n'est pas suffisant. N'est pas suffisant. Il y a environ seulement une douzaine de pays dans le monde, 12, qui ont réussi à atteindre ce niveau de cadre vraiment égalitaire. Et comme par hasard, ce sont les pays les plus développés ou parmi les pays les plus développés au monde. 12. Donc il y a le cadre juridique et réglementaire. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a le budget. Les budgets, parce qu'il faut que les moyens suivent. Il faut que les moyens suivent. Et lorsqu'on parle de budget, il faut que les budgets, bien sûr d'une manière générale, les lois de finances, qu'elles le reflètent et ainsi de suite, et surtout avec les ministères qui sont en lien direct avec l'entrepreneuriat féminin. 2. 3. J'avais mentionné pour les entrepreneurs, un des grands problèmes, c'est le financement. Il va falloir aussi avoir des outils de financement qui comprennent les spécificités de l'entrepreneuriat féminin, fait par eux, par elles et pour elles. Et il y a eu quelques progrès, y compris ici en Tunisie, là-dessus. Mais si on veut faire une lecture vraiment critique par rapport à ces produits-là, je ne suis pas vraiment satisfait. Parce que j'ai plus l'impression qu'on est en train de faire de l'emballage par rapport à un cœur produit financier qui est très lié au taux directeur, qui est le paramètre le plus important, non seulement de la finance, mais de l'économie et de tout, et qui reste très cher, presque partout dans le monde, et surtout depuis 2-3 ans, depuis les politiques ou les ressages des politiques monétaires qu'on est en train d'observer dans le monde maintenant, avec les 4,5% pour l'euro, la Banque Centrale Européenne, les 5,25, 5,50 Fed et ainsi de suite, et d'autres monnaies. Donc lorsque le cœur n'est pas bon, on peut mettre tous les emballages qu'il faut, on ne sera jamais percutant, et je vais revenir aussi sur ce point-là, très important. Très important. La quatrième dimension pour passer de politique claire à l'exécution, c'est l'utilisation des nouvelles technologies. Et on sait aussi, et c'est prouvé, que les nouvelles technologies, elles permettent de faciliter l'entrepreneuriat féminin, d'accéder à l'information, et aussi de subir moins de pression par rapport, et moins de harcèlement dans les transports,
pouvoir travailler à distance, avec les outils collaboratifs et ainsi de suite, mais aussi avec les nouvelles tendances maintenant, on en parle tout le temps, avec l'intelligence artificielle, qui va permettre aussi d'ouvrir de nouvelles opportunités, non seulement comme des idées de création de richesse pour les femmes entrepreneurs, mais également pour leur faciliter le travail au quotidien et d'agir en tant que collecteur, analyseur de données, en tant que copilote pour les femmes entrepreneurs. Cinquième dimension importante, c'est l'information, la mobilisation et en quelque sorte la mise en valeur des success stories des femmes entrepreneurs qui réussissent. Et il y en a tellement. Et il y en a tellement. Et il faut qu'elles jouent ce rôle-là, le rôle modèle, le rôle qui inspire. Et c'est un petit peu l'esprit de l'association qui nous a tous réunis aujourd'hui. Donc, beaucoup de dimensions pour pouvoir les exécuter et pour être encore plus efficace, il va falloir aussi mettre du point de vue opérationnel et soutenir non seulement les femmes entrepreneurs directement, mais soutenir toutes les entités, les structures, les associations qui aident les femmes entrepreneurs à réussir. Si on met tout ça, l'un à côté de l'autre, je crois qu'on peut passer d'une manière nettement plus efficace de politique générale ou politique ciblée genre à vraiment des choses qui sont beaucoup plus concrètes, juridiques, budget, financement, KPI et ainsi de suite et ainsi de suite. Même si, pour pouvoir mesurer ça, il va falloir continuer le travail qui était initialisé par le FMI, par la Banque mondiale et par plusieurs pays, c'est mettre en place des indicateurs de suivi des écarts pour s'assurer qu'on est vraiment en train d'avancer de la bonne façon, à la bonne vitesse et conformément à nos objectifs. Et là, je mets juste un petit bémol là-dessus. Attention à la subtilité de l'évolution de ce qu'on est en train de voir. Parfois, on peut dire, oui, on a beaucoup plus de femmes dans une entreprise, etc. Mais de quel type de rôle dans l'entreprise? Dans le management, dans le middle management, quelle qualité de travail, et ainsi de suite. Donc les tableaux de bord et les KPI, en quelque sorte, doivent aussi évoluer pour intégrer cette subtilité-là. Alors, si on fait tout ça, et si on s'inspire les uns des autres, les pays, les bonnes pratiques, les benchmarks, etc., vous pouvez me poser la question, est-ce que vous êtes confiant qu'on pourra avancer d'une manière positive? Est-ce que les chiffres que j'avais annoncés, les 170 000 milliards de dollars et les 2,4 milliards de femmes et ainsi de suite, est-ce que si on se réunit dans quelques temps, est-ce qu'on va pouvoir être sûr que les chiffres, au moins ces deux-là, vont s'améliorer? Alors, je peux vous dire avec les éléments actuels, et même si on fait proprement notre travail, je ne suis pas très rassuré. Je ne suis pas rassuré. Parce que jusqu'à présent, on travaille politique et comment mettre en œuvre les politiques, mais il y a des grandes tendances mondiales qu'on est en train d'observer et qui sont structurantes, qui vont être structurantes pour le futur. Et parce que aussi, on voit des tensions, on voit des tensions géopolitiques qui risquent d'impacter le climat général des affaires. Je vais revenir. On voit des changements climatiques qui impactent le climat général, qui impactent tout le monde. Hommes, femmes, etc., entrepreneurs, quelle que soit la classe sociale, etc. On voit des évolutions démographiques très fortes. Et tous les problèmes qui en découlent. Migration illégale, légale, etc. et autres. On voit des évolutions technologiques qui apportent beaucoup d'opportunités, mais aussi des menaces, ou des risques, plutôt. N'est-ce pas? On voit des tensions sociales qui montent et beaucoup plus de manque de confiance aussi entre ceux qui gouvernent et ceux qui nous gouvernent, etc. Et j'aimerais vous remercier d'ailleurs d'avoir choisi la Tunisie et Tunis comme premiers événements, au premier lieu pour booster ce genre d'événements et de réflexions. Parce que pour moi, Tunis et la Tunisie, c'est un petit peu, elle est au cœur de ces principaux changements. Si vous voulez écouter et prendre le pouls du monde et de ses grandes tendances, écoutez la Tunisie.
finance, coûts financiers, démographie, migration illégale, changement climatique, sécheresse, etc. Beaucoup de choses se passent ici. Écoutons la Tunisie. Et vous allez voir que c'est vraiment... Et elle nous pourra vraiment nous éclairer. Et aussi, toutes les civilisations, toute l'histoire. Oui, un vieux pays de plusieurs milliers d'années. Oui, c'est vrai, mais c'est une culture assez unique qui, pour moi, transcende le temps. Et en même temps, c'est un pays rempli de jeunesse. Rempli de jeunesse et tellement orienté vers le futur. Pourquoi je dis tout ça par rapport aux tendances économiques? Parce qu'elles vont être structurantes pour tout le milieu et tout le secteur de l'entrepreneuriat, y compris et surtout pour les femmes. Et que si jamais on va passer par encore des crises ou des secousses, ben malheureusement, les femmes, comme on l'a vu dans le passé, et c'est prouvé par plusieurs études, dès qu'on passe par des crises, elles ne sont pas touchées proportionnellement. C'est un impact qui n'est pas proportionnel. Et d'une manière significative. Et pas seulement d'ailleurs les crises économiques, on l'a vu lors de la crise du Covid, on l'a vu aussi lors des crises de 2008, et ainsi de suite. Donc soyons prudents. Et je le dis aussi pour que, ici, pour les panélistes et l'excellent choix de panélistes que vous avez fait, c'est qu'on aborde aussi ce genre de questions pour comprendre comment ces tendances importantes, qu'on les prenne, bien sûr qu'on les intègre comme d'une manière globale et transversale et qu'on comprenne que ce sont vraiment des tendances mondiales qui ne peuvent être résolues que collectivement, mais aussi et surtout que ces tendances-là ne sont pas une fatalité, pour la plupart. Et troisièmement, que la femme, l'intelligence féminine doit être partie prenante pour essayer de trouver aussi des solutions à ces tendances-là, et en plein partenariat avec les hommes, ensemble. Ensemble. Et je pense que ça va être structurant, surtout lorsqu'on rentre dans des périodes de troubles, comme on est en train de le voir actuellement. L'autre souci aussi, et j'en ai parlé tout à l'heure, mais j'aimerais y revenir, c'est par rapport au secteur financier et au marché financier. Il va falloir vraiment résoudre ces problèmes-là de taux directeurs qui impactent toute la création de richesse, quel que soit le genre. Des taux élevés, ça veut dire nettement moins de production et nettement moins d'argent dans le circuit productif et nettement moins de croissance, et on est en train de le voir. Et les grandes puissances mondiales ont augmenté leurs taux, ils ont fait des resserrages de politique monétaire. Peut-être qu'on aurait fait la même chose si on était à la place de la Fed ou la Banque centrale ou les autres monnaies. Mais ça veut dire aussi forcément un impact sur la croissance, sur le climat général des affaires, et ça veut dire un impact forcément sur l'entrepreneuriat, et l'entrepreneuriat féminin en particulier. En particulier. Et on est en train de le voir actuellement. On est en train de l'observer. Regardez les derniers chiffres, les dernières prévisions. On a baissé il y a quelques jours prévision de la croissance pour la France à seulement 1%. Plan de réduction de 10 milliards d'euros. Pareil pour l'Allemagne, en récession, quasi-récession, etc. Et beaucoup d'autres pays. Et tout ceci va nous impacter collectivement. La prospérité de ces pays-là nous implique et nous intéresse. Elle est importante pour nous. Et vice-versa. Et c'est ça le regard et c'est ça la bonne approche. Moins de revenus, moins de touristes, moins de réserves ici, etc., etc. Tout est lié, y compris les dimensions géopolitiques. Tout y est lié. Et pour continuer sur cette notion de finance et de taux directeur et de resserrage de politique monétaire, il y a beaucoup d'injustices derrière ça. Et si on veut vraiment corriger le tir et participer à cette réflexion, c'est de dire et de mesurer, de quantifier l'impact de ces resserrages-là, qui se mesurent en plusieurs dizaines de milliards de dollars sur les autres pays. On augmente les taux ici pour se protéger contre l'inflation, mais ça se transforme en plus de crédits, plus de choses à payer pour nous, augmentation systématique des crédits à taux variable, valorisation ou dévalorisation en fonction de là où on se pense des monnaies, et ainsi de suite, et tellement d'autres mécanismes de refinancement et ainsi de suite, qui font que bottom line, on va payer beaucoup plus, et ça, c'est pas juste. Et qu'on commence à le quantifier et le mettre sur la table pour améliorer le climat des affaires, pour orienter l'argent là où il faut.
Lorsqu'on augmente les taux aussi, on est en train d'enlever une partie de l'argent de la planète et de l'orienter vers des bons de trésor, etc., choisis d'une manière qui n'est pas sélective, qui n'est pas juste, et de le sortir de l'entrepreneuriat et de la production, et ainsi de suite. Lorsqu'on a une monnaie qui joue le rôle de référence, c'est un asset, mais n'importe quel asset, il vient avec des devoirs et des engagements vis-à-vis des autres. Et ma demande, c'est que vraiment qu'on mette sur la table ce genre de choses qui se quantifient en plusieurs milliards, plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliards de dollars. Il n'y a pas que ça. Il y a l'évasion fiscale, plusieurs centaines de milliards de dollars. Il y a des crypto-monnaies, pas toutes, mais une bonne partie, où on est en train de sortir de l'argent de là où il est censé être. Il y a l'évasion, il y a 3 îles qui font à peine quelques centaines de kilomètres carrés et qui sont parmi les plus grands détenteurs de bons de trésor au monde. Double effet, non seulement il n'est pas là où il faut, mais en plus on l'a sorti du circuit de production et d'entrepreneuriat. Et tellement d'autres. Donc corriger le tir, ça veut dire forcément corriger le système financier, et on a des idées pour le faire, et je compte vraiment beaucoup sur les débats d'aujourd'hui pour commencer à ramener certaines de ces idées-là pour pouvoir changer de paradigme. Côté géopolitique, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a tellement de tensions, ça monte, on est en train d'augmenter les budgets de défense, on a atteint les 2500 milliards de dollars cette année de dépenses d'armement et d'investissement à l'échelle mondiale, 2,5 trillions de dollars. De l'argent en moins pour le circuit productif. Il y a une petite industrie de l'armement qui va en profiter, et donc certains pays. Mais ce n'est pas la bonne façon d'investir. Si on avait pris même le 25% de ce montant-là, on aurait pu aider et faire sortir les 700 millions de personnes qui vivent en dessous de la pauvreté extrême directement, environ avec 800 ou 1000 dollars à chacun. Vous voyez que les orientations, les géopolitiques, elles sont vraiment non seulement en train d'impacter directement le climat des affaires, mais en plus elles sont en train d'orienter l'argent vers là où il ne faut pas qu'il aille, alors qu'on aurait pu l'orienter plutôt vers des circuits productifs, l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat féminin. Et le premier pas dans ce sens-là, c'est qu'il y a une pression collective pour dire que finalement, si on veut vraiment apaiser, ça revient à dire qu'on traite tout le monde de la même manière. Et c'est le point de départ. Apaiser, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des doubles langages et des doubles discours. Apaiser, ça veut dire une vérité est une vérité, un mensonge est un mensonge. Apaiser, ça veut dire que lorsqu'on a des territoires occupés, c'est des territoires occupés. Même après des années, et même si on répète un mensonge des dizaines de fois, ou des dizaines d'années, ou des milliers de fois, ça reste un mensonge. Apaiser, ça veut dire refuser toutes les formes de discrimination, de genre, de religion et d'autres, et tous les systèmes d'apartheid. Tous les systèmes d'apartheid. Système d'apartheid, ça veut dire qu'on ne traite pas les gens de la même manière. Parce qu'ils ont 2 couleurs de peau différentes, ou 2 religions différentes, ou que sais-je. Et c'est ça le point de départ. Et refuser ça, ça veut dire aussi s'opposer, y compris dans les actions et dans les lois, de tous ceux qui tolèrent ça, d'une manière que ce soit directe ou indirecte. Et ça, pour moi, c'est le point de départ. Donc, oui, il faut apaiser. Oui, il faut de nouvelles règles et un nouvel état d'esprit pour la collaboration, parce que c'est uniquement avec ça qu'on pourra créer plus de richesse. Plus de richesse. En essayant d'enlever tout ce qui est discrimination envers les femmes, mais aussi en essayant d'enlever tout ce qui est discrimination envers les classes socio-économiques les plus défavorables, en essayant de se battre contre tout ce qui est racisme, contre tout ce qui est régionalisme, contre tout ce qui est aussi ségrégation par l'âge, vis-à-vis des seniors, vis-à-vis des plus jeunes, etc., et ne pas leur donner leurs opportunités. Et aussi, il y avait un phénomène qu'on est en train de voir de plus en plus avec l'augmentation du nombre de réfugiés et de migrés dans le monde, ségrégation par rapport aux immigrés et par rapport aux étrangers. Et c'est comme ça qu'on pourra créer plus de richesses, tous collectivement, pour les hommes et aussi pour les femmes. Donc, et c'est pour cela que c'est vraiment un appel pour qu'on change
de paradigme pour que finalement on puisse hisser les ambitions. Et je vous remercie.